Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, une situation bien exceptionnelle. En premier lieu, vraiment, j'espère que vous allez tous bien, vous êtes en forme, que vous n'êtes pas touchés d'une façon ou d'une autre par vos proches. Ce que je vous propose, c'est donc de garder le lien. Je sais que on est beaucoup pris par les écrans, forcément, pour peut-être s'occuper, donc peut-être que ça va en rajouter. C'est la raison pour laquelle nous avons imaginé donc de poursuivre les cours de Luna, mais sous un format beaucoup plus court, une demi-heure, que nous vous proposerons donc chaque semaine. Alors pour aujourd'hui, comme beaucoup d'entre vous n'avaient pas suivi le début de cette thématique autour donc de la nourriture, hein, cette histoire de la représentation ou de ces représentations, comme on l'a déjà pas mal évoqué dans l'histoire de l'art entre le XVIe et le XXe siècle, je vais vous proposer donc déjà un petit peu comme les séries finalement, quand on change de saison, et bien de faire un petit peu un récapitulatif de ce que nous avons vu sur les 3 précédents cours, et puis ainsi pouvoir avancer. Je vous rappelle que j'avais mis à disposition, enfin j'avais déjà distribué hein, ce fameux mémo auquel vous êtes habitués. Je le remettrai également en ligne, ça vous permettra d'avoir toujours quelques éléments bibliographiques et puis d'avoir la liste de tous les artistes cités ainsi donc les références des œuvres que vous pourrez comme ça peut-être récupérer aussi sur le net. Alors pour cette thématique, je rappelle quand même quelques éléments et puis je résiste pas quand même à l'idée de vous redonner le point de départ de l'introduction de ce cours, puisqu'il s'agissait d'un extrait de Jean Baudrillard, un court extrait donc tiré de La transparence du mal. Et je résiste évidemment pas à l'envie de vous le redonner tant il s'inscrit dans une actualité qu'on ne fait que poser aussi, mais on va le voir sous forme un petit peu d'humour aussi dans le cadre de ce cours. Voici cet extrait que je relis et en même temps vous aurez donc avec le diaporama la possibilité donc de le suivre. Je tenais aussi à préciser avant de commencer que ces petits films sont réalisés par ma fille, que je remercie chaleureusement, Lucie Cross, donc qui assure non seulement le filmage, mais après tout le montage pour que vous puissiez aussi visionner donc dans les meilleures conditions ces cours. Donc merci à elle et je l'embrasse de loin. Alors, s'il fallait organiser l'état actuel des choses, écrit Jean Baudrillard, je dirais que c'est celui d'après l'orgie. L'orgie, c'est tout le moment explosif de la modernité, celui de la libération dans tous les domaines. Libération politique, libération sexuelle, libération des forces productives, libération des forces destructives, libération de la femme, de l'enfant, des pulsions inconscientes, libération de l'art. Assomption de tous les modèles de représentation, de tous les modèles d'anti-représentation. Ce fut une orgie totale, de réel, de rationnel, de sexuel, de critique et d'anticritique, de croissance et de crise de croissance. Nous avons parcouru tous les chemins de la production et de la surproduction virtuelle d'objets, de signes, de messages, d'idéologie, de plaisir. Aujourd'hui, tout est libéré, les jeux sont faits, et nous nous retrouvons collectivement devant la question cruciale, que faire après l'orgie? Alors ceux qui étaient présents au premier cours avaient donc pu découvrir là aussi un petit peu d'humour grinçant avec cette œuvre d'Armand, La vie à pleines dents, donc qui, hein, cet artiste, je ne vais pas refaire tout le cours bien sûr, mais qui est cet artiste qui a fait partie des nouveaux réalistes et qui, dans cette accumulation de 1959, nous donne finalement d'une certaine façon une illustration, on pourrait dire, de ce que Jean Baudrillard a pu écrire donc dans son ouvrage dans les années 90. Sur cette thématique, je rappelais aussi
Guy de Maupassant, dans une nouvelle, hein, Le Rosier de Madame Husson en 1888, qui écrivait « Il n'y a que les imbéciles qui ne soient pas gourmands. On est gourmand comme on est artiste, comme on est instruit, comme on est poète ». Alors depuis l'Antiquité, les représentations des aliments ont pour constance, hein, de rendre compte du vivant à travers la symbolique du repas, la nature morte mystique, les descriptions naturalistes, un sujet à la frontière du sacré et du profane qui évidemment se retrouve à travers les siècles. Les expositions des années 2000 témoignent de la vivacité de cette thématique. J'avais rappelé en particulier les expositions fooding au Palais de Tokyo en 2002 par exemple, jusqu'à l'exposition food au Mucem en 2015 par exemple, et puis celle qui avait eu lieu plus récemment à la Panacée à Montpellier, donc plus près de nous. J'avais rappelé également que c'est un sujet qui est particulièrement lié aux conditions économiques, avec donc les prémices d'une dissolution des structures féodales au XVe siècle, où les tableaux représentant en particulier des scènes de marché et de cuisine se lisaient réellement comme des indicateurs des nouveaux rapports économiques et sociaux. Un intérêt donc porté aux nouveaux biens issus des nouvelles conditions de production. Dès le XIIIe siècle, en particulier dans les provinces de la Flandre et du Brabant, ont été vraiment des centres de l'artisanat en particulier. C'est aussi dans ces comtés que se sont développées les premières manufactures. Donc tout ce rapport à la nourriture est entièrement lié depuis le XVe siècle à la question de la production, des modes de production et bien sûr des modes de consommation. Le thème de la vanité pose évidemment toujours deux problèmes, celui de la signification des choses et celui de la représentation. La critique a eu tendance à mettre finalement beaucoup de discours et des discours assez faux, notamment pour ce qu'on a appelé la vanité, oubliant que ces vanités, avant d'être pleines de symboles, sont avant tout des descriptions, encore une fois, d'un contexte. On suppose donc que le peintre aurait eu l'intention de moraliser au moyen de la signification des choses. J'avais donc vraiment insisté sur le fait qu'une telle approche vraiment attribuait une grande subjectivité érudite des commentateurs et était très éloignée finalement des intentions de l'artiste et des contenus de la peinture. On est souvent avec les peintures d'ailleurs dès le XVIe siècle très proches finalement de certaines images publicitaires et ça nous l'avions pas mal évoqué. Donc rapidement, je rappelle que nous avions évoqué par exemple ce grand peintre Peter Hartson qui a réalisé de nombreuses scènes de marché, également Joachim Buckler, dont là aussi le travail pictural est assez extraordinaire et nous avions surtout montré combien finalement la composition était proche des compositions de la fin du XIXe siècle. On a beaucoup évoqué le rapport à Cézanne, démontrant que dans ses peintures, par exemple la question du rabattement de plan, la question des différentes perspectives était là aussi une évidence, hein, le peintre utilisant tous les moyens à sa disposition pour que l'on ait finalement un inventaire le plus précis sur la profusion des produits qu'offraient ces marchés. Nous avions également évoqué donc une autre scène de marché comme la poissonnière avec Peter Hartson, là aussi encore une fois pour montrer que finalement ce rapport fond-forme dont on a dit que la modernité de la fin du 19e et du début du 20e siècle, et en particulier avec Picasso et sa célèbre Danse au voile de 1927, avait révolutionné la peinture en abolissant le rapport fond-forme. Preuve en est donnée à travers ces peintures que ce rapport fond-forme était lui aussi remis en question, enfin en tout cas peut-être pas remis en question, mais était simplement une autre façon de s'adapter au sujet et aux questions
que les peintres se posaient sur ces rapports formels et puis sur ce jeu de l'opulence qu'ils constataient dans leur propre période. Nous avions bien sûr évoqué également Franz Schnieders, autre grand artiste, donc proche de Peter Bruegel le Jeune, qui avait d'ailleurs été un de ses élèves. Nous avions ensuite fait un grand saut dans le temps puisque j'avais voulu aussi aborder ces questions de scène de marché avec des artistes beaucoup plus contemporains comme Andreas Gursky, ancien élève de Bert Becher, du couple des Becher à Düsseldorf, donc sur vraiment ce courant de la nouvelle objectivité en photographie. Et nous avions donc évoqué cette œuvre extrêmement connue, une photographie importante, puisque au niveau de la taille, puisqu'elle fait plus de 3 mètres de long, 99 cents, donc qui là nous ramenait à nos hyper contemporains, ceux évidemment aujourd'hui qui semblent d'ailleurs le mieux tirer leur épingle du jeu, parenthèse fermée. Donc il y avait tout ce rapport encore une fois à l'accumulation mais aussi à une certaine décontextualisation pour revenir toujours aux enjeux plastiques et esthétiques. J'avais également abordé un peintre contemporain, Philippe Cognier, avec ses techniques picturales extraordinaires qui amènent un rendu presque objectif de la photographie, justement en travaillant sur ce que parfois on appelle les défauts de la photographie, en particulier le flou ou le flouté, avec un travail pictural technique assez complexe, en tout cas qui amène un travail par couches successives, par peau, puisqu'il projette la photo choisie sur la toile, en dessine les grands traits des contours, puis utilise une peinture à l'encaustique, c'est-à-dire un mélange de cire d'abeille et de pigments, pour placer ensuite un film transparent sur la surface peinte qu'il chauffe au fer à repasser. Une opération qui liquéfie la cire, qui fait déborder les contours, qui délaye les couleurs et déforme le dessin initial. J'avais également sur ces scènes de marché évoqué Claude Kloski, autre artiste contemporain qui s'intéresse à notre société de consommation et qui a en particulier travaillé sur l'absurdité des signes de la publicité, avec donc des wall paintings, on peut dire, qui envahissent totalement nos murs et qui nous amènent finalement à regarder ces signes de la consommation. Nous avions ensuite poursuivi avec l'idée de la tentation de chair. Et là, bien sûr, nous avions abordé par rapport à cette chair l'idée de la carcasse, et nous avions introduit avec Hannibal Carracci, donc ces artistes bolognais du XVIIe extrêmement célèbres, qui ont vraiment abordé ces scènes de boucherie, de carcasse, là encore une fois avec une peinture qui nous paraît là aussi dans une certaine proximité, on pourrait dire, avec le XXe siècle, faisant penser d'ailleurs parfois à certains expressionnismes allemands, là encore une fois dans cette façon d'occuper l'espace de la peinture, de travailler la disposition en rabattant les plans également vers nous, et puis des peintures toujours très animées d'un point de vue gestuel. Nous avions évoqué l'échoppe de boucher de Peter Hartson, artiste donc, que nous avons déjà cité, où là aussi on est face à la profusion de la chair, de la carcasse, où tout effectivement est dans l'opulence, avec caractéristiques malgré tout de l'époque. On est en plein milieu du XVIe siècle, avec ces fenêtres, ces védoutés qui s'ouvrent au fond du tableau, nous amenant sur diverses scènes, au moins 3, dans le fond de la peinture, et qui bien entendu enrichissent le premier plan des lumières et des perspectives atmosphériques.
Nous avions également évoqué à nouveau Joachim Bückler avec ce porc abattu qui nous amenait bien entendu sur la thématique de l'animal écorché, hein, qu'il soit porc ou bœuf, parmi lesquels bien sûr Rembrandt qui figure parmi dans la thématique les plus connus, mais nous avions également cité Chaim Soutine, également Francis Bacon, dans son rapport avec la figure, là ce qui amène évidemment une autre dimension dans le tableau de Bacon, qui est en citation bien sûr au célèbre portrait du pape Innocent X de Velázquez. Alors j'avais rappelé que c'était une série quand même de pas moins de 45 tableaux qui travaillait à partir de ce portrait et qui nous amenait ici une double symbolique bien sûr de la mort par la combinaison de la viande et du pape. J'étais revenue également à Philippe Cogniet, donc artiste contemporain, qui lui aussi avait revisité ce genre-là avec une série de peintures en 2003 intitulée Carcasse. Il s'agissait donc d'une série comprenant 36 peintures à la cire et une œuvre qui poursuit donc son dialogue avec la grande tradition picturale. J'avais poursuivi ensuite ce thème avec une autre artiste contemporaine, Jeanne Asterbach, qui elle ne peint plus la chair, ne peint plus la viande, mais qui avait réalisé cette célèbre Vanitas, robe de chair pour albinos anorexiques, et qui avait donc revisité là aussi le thème de la vanité, en retournant en quelque sorte le corps humain, montrant l'intérieur, mais un intérieur aussi qui se flétrit, qui vieillit, qui nous confronte aux questions de morale, et une œuvre donc qui bien sûr était toujours accompagnée d'instructions précises nécessaires à sa refabrication, notamment dans le choix de la viande la plus maigre possible afin d'éviter les filets blancs de graisse. Elle doit être soigneusement ensalée pour empêcher la putréfaction, et puis elle doit ensuite, dans son vieillissement, donner cet aspect de cuir que nous connaissons, matériau qui devient celui très, du moins pendant longtemps, très prisé, très recherché pour la fabrication de blousons, manteaux, pantalons, et puis d'autres types de vêtements et de sacs. Donc ce rapport moral est toujours assez intéressant parce que quand on est effectivement sur ce modèle féminin qui porte une robe en viande fraîche et crue, on est tenté de crier au scandale. Si le même modèle porte un blouson de cuir d'une grande marque, là on va trouver ça magnifique et on voudra tous le porter. Donc on comprend bien hein, que ce thème évidemment du rapport à la nourriture joue toujours sur ces conditions morales. Nous étions revenus à des périodes plus anciennes sur les scènes de cuisine pour aborder la question, toujours bien sûr dans le rapport à la chair, mais de l'opulence à la pauvreté, avec ici cette scène de cuisine qui nous ramène là aussi à des habitudes de consommation. Dans ces scènes de cuisine, nous avions également évoqué celle d'Adriaan van Nederland, avec là encore une fois une certaine opulence toujours donnée par ces animaux entiers qui occupent le centre de la peinture et qui évidemment nous ramène à représenter l'évocation de la chair. Également celle de David Ténier le Jeune, avec un rapport aux espaces très différent, comme on peut le voir ici, faisant davantage de place finalement à ce rapport fond-forme, à ce vide, où l'artiste ici travaille particulièrement donc la lumière et puis ces fonds ocrés bruns. Nous avions aussi évoqué Diego Velázquez avec cette vieille femme faisant cuire des œufs, nous ramenant bien sûr à l'influence du Caravage, mais dans une scène beaucoup plus intimiste, où là encore une fois la vieillesse nous ramène à l'aspect de la peau, à l'aspect du cuir,
faisant le lien finalement avec Jana Sterbak. Dans ces scènes de cuisine, nous avions aussi évoqué alors une artiste très contemporaine elle aussi, Sandy Skoglund, qui est une artiste qui nous convie à une vision hallucinée du monde, qui a un intérêt marqué pour la culture populaire et l'image commerciale, et qui fabrique entièrement ces images à partir de scènes de mise en scène réalisée en studio ou comme pour Radioactive Cats chez elle avec un couple de personnes âgées et qui nous ramène bien entendu à cette intrusion de la nature dans la vie quotidienne. Nous avions ensuite donc 3 exemples avec Sandy Skoglund et en particulier Cocktail Party qui est particulièrement à la fois amusante et terrible parce qu'avec le curly on se demande qui mange qui parce que la forme du curly évoque aussi ces vers qui finissent, excusez-moi le terme, par nous bouffer. Et nous avions terminé un petit peu ces scènes de cuisine avec l'artiste Lisa Lou qui avait réalisé un environnement entièrement fait de perles, donc un environnement qui s'appelle Kitchen en 1996, une cuisine de 16 mètres carrés entièrement recouvert, c'est-à-dire les appareils ménagers, les meubles, les ustensiles, même les paquets de chips, tout est absolument recouvert de ces petites perles. Ensuite, dans une deuxième partie, nous avions abordé les natures mortes de desserts et de confiseries. Donc rapidement, je remontre quelques-unes de ces peintures. Georges Flegel, Osias Bert, et nous avions mis cela en relation avec un artiste contemporain, Philippe Maillot, là encore une fois avec une façon de revisiter non seulement les icônes de l'histoire de l'art, mais aussi les images de la publicité. Nous avions aussi mis en relation avec un autre artiste contemporain, Fabien Vercher, et son univers à la fois autobiographique et assez morbide. Toujours dans ce rapport donc, au dessert, nous étions revenus sur des périodes plus anciennes avec Clara Peters, avec cet ordonnancement très particulier que nous avions détaillé et que nous avions comparé avec la table mise de Floris van Dijk, ce qui nous avait amené par rapport à cette nappe rouge en particulier à comparer avec la fameuse desserte rouge d'Henri Matisse. Et puis sur ce rapport à la nature morte et en particulier aux relations entre perspective, volume et plat, nous avions évoqué tout le travail de Pablo Picasso par rapport donc à ces reliefs. Nous avions continué à nouveau avec William Klaas Eda pour encore une fois montrer combien ces questions de perspective, de lumière, de basculement d'objets dans l'espace n'étaient pas spécifiquement du 19e ou du 20e siècle, mais étaient également ancrées dans l'histoire de l'art. Et puis cette façon qu'avait William Klaas de nous montrer les restes. Et ces restes de repas nous avaient amené, bien sûr, à parler de Daniel Spoeri, de ces fameux tableaux pièges, en particulier du repas hongrois de 1963, des tableaux pièges qui là aussi fixent l'écoulement du temps et donnent un statut d'éternité à la banalité d'une situation étrangère. Et nous avions donc terminé la dernière fois avec cette nature morte avec Coupe Nautilus de William Calf, ce qui nous avait permis, là encore une fois, de revenir sur cette qualité des lumières, sur ce thème qui vraiment nous montre les choses autrement finalement que comme elles sont perçues, mais vraiment de développer cette qualité plastique qui fait le propre de l'artiste. Donc là vraiment j'ai pris ce premier temps pour vous représenter tout ce que nous avions vu au cours des trois dernières séances.
Donc la semaine prochaine, nous continuons ce cours. Là, par contre, personne ne l'a encore vu. Donc ce sera autour des natures mortes de fruits. Là aussi, nous traverserons un petit peu les différentes époques. D'ici là, prenez soin de vous et donc à la semaine prochaine.